Merci. On a ces premières universités d'été par région. Et donc, je suis très heureux que nous ayons choisi ce thème qui a été choisi il y a quelques semaines et qui est le sujet du moment, le grand sujet politique du moment. Et c'est un sujet extrêmement difficile. Nous en avons longuement parlé hier avec Jean Dionis, avec Jean Léonce, pendant une bonne heure, avec Catherine. Et je dois dire que c'est un sujet sur lequel les propos définitifs sont des propos qui risquent de rapidement sonner faux. Et je voudrais simplement aborder le thème par un certain nombre de questions. La première chose, moi, qui me frappe, mais ça c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est que pendant des semaines, cette question a été en quelque sorte une question qui a été abordée dans une espèce d'indifférence absolument générale. Il y a quand même eu des événements qui auraient dû interpeller depuis belle lurette la société occidentale. Je pense notamment à ces cadavres retrouvés dans l'arrière d'un poids lourd. Et puis il a fallu cette photo qui, bien sûr, nous touche tous parce qu'elle nous renvoie à nous-mêmes, pour que tout d'un coup, ce sujet devienne un sujet dont on va parler pendant des semaines. Ne vous trompez pas, quoi qu'il arrive, on en parlera pendant des semaines et des mois parce que, comme on en parlait à l'instant avec le directeur général de France Asile, ce n'est pas une histoire qui va se régler par la seule décision de la semaine prochaine, s'il y en a une. Et moi, je voudrais simplement poser quelques questions pour aborder le sujet, Emmanuel, parce que ce sont les questions que nous nous sommes posées. Alors, pardon si parfois elles sont un peu brutales, mais ça mérite de poser les questions, Antoine. Le premier élément, c'est comment fait-on pour que tous ces hommes, toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes, tentent de se... Comment fait-on pour faire en sorte qu'on puisse les accueillir dignement et qu'on puisse les accueillir en Europe sous un mécanisme de solidarité qui ne remettent pas non plus en cause, ou tout du moins qui ne risquent pas de remettre en cause le contrat social dans lequel nous sommes. Vrai sujet. Je disais à l'instant, avant que vous n'arriviez, j'ai été frappé par exemple, la déclaration de Martine Aubry. Je ne suis pas là pour faire de la politique, on est là pour se parler entre nous. La déclaration de Martine Aubry disant « Il faut accueillir des réfugiés et pour l'agglomération lilloise, je suis prête à en accueillir 100 ». Si vous prenez l'agglomération lilloise qui représente 1 200 000 personnes, disons grosso modo, vous multipliez par 50 pour avoir la France entière. 50 par 100, ça fait 5 000. Non, mais je pose la question, même que ce soit 5 000 ou 10 000, la question reste la même. Donc, vous voyez bien qu'on a à la fois, bien entendu, comme toujours en France, une réaction de générosité, et tant mieux, et en même temps, dès lors qu'il s'agit d'aborder le concret, on voit bien que ça devient de plus en plus compliqué. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de maires, à part Jean Dionis qui a fait délibérer son conseil municipal, combien de maires sont prêts à accueillir des réfugiés dans un contexte où il y a une crise du logement en France, dans un contexte où il y a des collectivités locales qui n'ont plus un rond, etc., etc. Premier sujet. Le second, c'est que quel que soit le quota que nous fixerons, ou le volume qui sera fixé, bien entendu, ça ne répond pas à la seconde question. Que fait-on de tous ceux qui sont en partance ou tous ceux qui souhaitent partir et qui sont aujourd'hui dans des camps réfugiés et qui, bien entendu, considèrent que leur destin ne doit pas s'arrêter là. Combien y a-t-il de réfugiés aujourd'hui, par exemple, au Liban ? 1 300 000, me dit Antoine. Que fait-on de ces réfugiés ? Est-ce qu'ils ont un jour l'intention de revenir en Syrie ou au contraire, éventuellement, sont-ils candidats au départ ? Deuxième question. Donc, que fait-on, même si on décide d'en accueillir, de toutes celles et tous ceux qui souhaitent partir et qui se représentent au moins des centaines de milliers de personnes ? La troisième question que je me pose, c'est comment arrête-t-on l'hémorragie ? Ça, c'est... J'ai été ministre de la Défense pendant 3 ans et demi, alors avant de
dire qu'il faut mener une opération militaire, je m'y prends toujours en deux temps. Mais parce que quand vous menez une opération militaire, comme disent les élèves de Saint-Cyr, il faut un but de guerre. C'est pourquoi faire? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif politique? Et donc la question que je me pose et que je vous pose à vous trois, c'est quelle est la solution diplomatique et éventuellement militaire qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte qu'on rétablisse un minimum de sécurité dans ces régions qui sont dévastées par la guerre et par la violence. Donc, troisième sujet. Et puis, deux dernières questions que je me pose. Je suis quand même fasciné de voir que c'est la droite européenne qui fait la leçon à la gauche française. C'est incroyable quand on y pense. Mais j'ai aussi, je pense que l'Allemagne réagit d'autant plus comme cela qu'elle a son propre passé et que, bien entendu, il y a une énorme résonance. Le passé lointain, mais le passé plus proche. Quand on a connu le mur de Berlin, on n'a forcément pas tout à fait la même réaction à l'égard des réfugiés. On peut dire en quelque sorte que les hostiles, les Allemands de l'Est, c'était en quelque sorte des candidats aussi au départ. Mais l'Allemagne est dans une situation qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Un, leurs comptes sont équilibrés. Deux, ils sont en situation de plein emploi. Trois, c'est une nation vieillissante et c'est une nation qui a besoin de main-d'œuvre pour son industrie et qui sait que quoi qu'il arrive dans les décennies qui viennent, il lui faudra accueillir des centaines de milliers de bras pour continuer à nourrir la prospérité de l'Allemagne. Et la dernière question que je vous pose, et que je pose aussi à Emmanuel, puisqu'il connaît ces sujets, c'est bien entendu la question suivante. Quand on fixe des quotas, alors l'Allemagne a annoncé, je crois, 800 000, c'est ça en tout, hein? Non? 180 000? 180 000, je crois. Bon, peu importe. Quand l'Allemagne annonce un chiffre, 100 000, c'est l'objectif. 800 000, c'est ça, c'est bien l'objectif. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. D'accord. 800 000 arrivées prévisibles en 2015. Admettons que l'Allemagne fasse un immense effort. Mais nous sommes dans un espace qui est l'espace Schengen. Et donc, à partir du moment où une personne arrive sur le territoire allemand, après, il peut se balader dans tout l'espace Schengen sans aucune difficulté. Et donc, qui vous dit que ces personnes qui ont décidé d'aller en Allemagne resteront en Allemagne? Et moi, j'ai une question de droit à laquelle j'aimerais qu'on réponde. Et enfin, nous qui sommes Européens, en dépit de tout, je voudrais simplement vous faire observer en conclusion que c'est quand même incroyable que nous n'arrivions pas à créer un élan pour se poser la question de l'impuissance des institutions européennes. Parce que le fond du sujet, il est quand même là. C'est qu'en vérité, on a une Europe qui est d'une impuissance absolument ahurissante. Non pas simplement parce que le président de la Commission, grosso modo, avait proposé il y a quelques mois aux États-nations ce qu'aujourd'hui l'Allemagne et la France tentent de reprendre, mais parce que nous venons de vivre 4 crises. Sur les 4 crises, la réponse ne pouvait être qu'européenne, et qu'à chaque fois, nous avons constaté l'insuffisance de l'Europe sans qu'à aucun moment on se dise qu'il est temps de réécrire la page de l'Europe. Je vous rappelle que nous avons connu la crise grecque. Ça, c'était il y a combien de temps? 5 mois, 6 mois, la dernière. À peu près, même pas, 4 mois. Bon, enfin, ça fait 2 ans, 10 ans que ça dure. Mais dernièrement, nous avons connu la crise grecque. Nous avons connu la crise de l'élevage. Nous connaissons cette crise liée à la question migratoire et à chaque fois, on voit bien que la réponse est nécessairement une réponse qui passe par une puissance politique européenne capable de construire un schéma, une politique d'ensemble, et qu'à chaque fois, l'Europe est aux abonnés absents parce qu'on l'a rendue impuissante. Et donc, j'espère qu'à un moment ou à un autre, il y aura une espèce d'éveil collectif qui ne sera pas, au contraire, de porter le joug sur l'Europe en disant c'est la faute de l'Europe, etc., mais au contraire de se dire c'est parce que les États membres empêchent l'Europe de faire ce qu'elle devrait faire. Et donc, il y a une nouvelle fois pour nous un appel à la construction d'une autre Europe que celle qu'on a faite. Mais voilà les questions que je voulais vous poser pour introduire le sujet. Elles sont nombreuses, Emmanuel en aura d'autres. Moi, je vous propose qu'on y passe le temps nécessaire, mais je termine par ça.
moi, je constate qu'il y a, je disais ça, j'ai dû interroger au moins 100 ou 200 personnes, 200 j'exagère, au moins 100 personnes depuis 3 jours dans le cadre de la politique régionale sur la question migratoire. Et j'ai entendu des Français surtout très réservés à l'idée de l'accueil massif de migrants, quelle que soit la souffrance. Et donc, ce sujet-là mérite d'être traité avec beaucoup de circonspection et surtout avec beaucoup de doigté et de justesse, parce que ça pourrait être très rapidement un sujet extrêmement explosif sur nos institutions et la vie politique française, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte politique très particulier. Je vous remercie.